sera assez long de le présenter, hein, Sidonie Fikak. Vous recevez ce matin le docteur Yambé Timba. Docteur Yambé Timba, bonjour et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour madame, bonjour Fifi, merci. Drame de Mbankolo, avec vous on en parle ce matin. Comment comprendre que des riverains en soient, docteur, à extirper des corps en main nue alors que le Cameroun a des équipes de sapeurs-pompiers dédiées à ce type de sinistre? J'aimerais pouvoir commencer par les causes, parce que là vous êtes dans les conséquences. Si on s'en tient, qui on va gérer les conséquences, on n'a pas des équipes de ci, de ça. On oublie que ce qui s'est produit parce que la ville et le pays sont gérés de manière très incompétente. Tout à fait. Et cette incompétence structurelle, notoire, historique, et qui commence à durer pratiquement 3/4 de siècle, pose un sérieux problème et met en danger la vie de nos concitoyens. Parce que pourquoi est-ce qu'on en arrive là? J'ai eu la chance, ce n'est pas faute d'avoir été averti. J'ai eu la chance de fonder avec des amis il y a quelque temps une association camerounaise pour la protection civile. Et les premiers éléments auxquels nous nous sommes intéressés, c'est l'occupation des sols dans nos villes, Douala et Yaoundé particulièrement. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur Internet et je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont tiré la sonnette d'alarme sur cette question, mais on n'écoute jamais. Si vous n'êtes pas du RDPC, on ne vous écoute pas. Si vous n'êtes pas une sorte de lèche-botte, on ne vous écoute pas. Si vous n'êtes pas là à chanter les louanges des gens du matin au soir, on ne vous écoute pas. Alors qu'il s'agit de notre pays. Tout à fait. Du coup, je commence d'abord par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie et j'envoie mon réconfort à toutes ces familles qui sont éplorées, éprouvées et qui aujourd'hui ne savent pas à quoi ils ne savent pas quoi faire parce que malheureusement, et là j'entre donc dans les conséquences, malheureusement, on voit très bien que nous n'avons pas une gestion, une capacité nationale de gestion des catastrophes. Nous n'en avons pas. Et le fait qu'on n'ait pas une capacité nationale de gestion des catastrophes fait que malheureusement, on est comme surpris. On ne sait pas ce qui se passe. Alors que dans une situation comme celle-là, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce qu'en réalité, quand vous regardez ce qu'on appelle la cartographie des risques dans une ville comme Yaoundé ou Douala, il y a des zones qui ne devraient jamais être habitées sans avoir été... Et vous avez quand même une entreprise qui s'appelle la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux. Normalement, dans nos villes, vous ne devez... Les seuls endroits où les gens sont... où les gens peuvent s'installer, construire des maisons, devraient être des espaces viabilisés et certifiés d'abord par la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux. À quoi sert cette entreprise au fait? On l'a créée donc pourquoi? Si elle ne sert à rien. Vous avez quand même un comité de protection civile, vous avez des services au niveau du ministère de l'administration territoriale, vous êtes censé en avoir au niveau des régions, au niveau des mairies, vous êtes censé en avoir au ministère de la ville. Mais ces gens-là font quoi? Du développement urbain. Mais ces gens, ils font quoi? Leur boulot, c'est quoi? C'est de bavarder tous les jours, c'est d'arriver au bureau à 10h et de repartir à 14h? Leur travail, c'est quoi? Et donc, en réalité, ces morts sont les morts de l'incompétence. Ces morts sont les morts, si vous voulez, d'une telle négligence qu'elle est coupable. Elle est coupable. Dans un pays sérieux, tous les responsables qui sont en train de pantalonner là, de parader là comme si subitement ils sont importants, auraient dû démissionner ou auraient dû être virés. Donc, docteur, vous comprenez ces voix qui s'élèvent depuis la survenue du drame de Mbankolo pour accuser la ministre Célestine Ketia-Cortez qui n'aurait pas fait le nécessaire pour empêcher la survenue de ce drame. Quand on sait, vous l'avez dit, vous avez mis sur pied des équipes qui ont étudié les risques qui pourraient survenir au Cameroun. Et on sait également qu'il y a un citoyen camerounais nommé Jean-Robert Fouda qui tirait déjà le 30 octobre 2019 dans une publication la sonnette d'alarme en interpellant les autorités sur un éventuel éboulement. Mais écoutez, je me souviens, je ne sais pas si c'est avec Kwamo, mais je crois qu'on avait fait une émission, c'était sur les inondations dans la ville de Douala, je crois l'année dernière. Effectivement, on a un gros problème de protection civile dans notre pays et de gestion, si vous voulez, de la sécurité civile dans notre pays. Vous avez le sentiment que ça n'intéresse personne. Vous avez le sentiment qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui est faite et que les mairies, toutes les autorités en charge de toutes ces questions-là ne font pas leur travail. Les gens pensent que gronder, crier,
taper, menacer, c'est ça gérer un pays. Mais ce n'est pas ça gérer un pays, gronder les citoyens qui vous paient, qui vous permettent de vivre, grâce à qui vous avez un salaire. Vous grondez vos employeurs. Vous criez tout le temps, vous menacez tout le temps vos employeurs. Mais il faut que ça cesse un peu et que les gens se mettent au travail. Pour une fois qu'ils se mettent au travail, vous avez des morts sur les axes routiers tous les jours parce que les gens ne font pas leur travail. Vous avez tout le temps, tout ce qu'ils savent faire, c'est « Ah oui, on va sanctionner telle agence, on va la suspendre ». Alors que ça fait 1 an que j'ai proposé qu'on crée une agence de sécurité des transports terrestres qui va donc permettre d'anticiper, d'avoir une cartographie des risques et d'anticiper. Est-ce que les routes sont de bonne qualité? Est-ce que les véhicules sont en bon état? Etc. Et dans le cas de la situation de Bankolo, chaque ville, et vous allez aller dans nos mairies, là, il n'y a pas ce genre de choses. Est-ce qu'on a une cartographie des risques civils, des risques de sécurité civile dans nos villes? Ça n'existe pas. Ancol Biston également parle d'un rocher qui pourrait à tout moment débouliner sur les populations. Mais il y a tellement de risques dans nos villes. Là, vous avez des éboulements. Oui. Mais regardez les risques d'inondation. Oui. Regardez les risques d'effondrement d'immeubles parce qu'on construit n'importe comment. Il n'y a pas de respect de normes. Il n'y a même pas de normes nationales. En fait, nous utilisons des normes qui existent ailleurs, mais il n'y a pas de normes nationales dans toutes ces... Mais à quoi servirait une cartographie des risques? Mais ça servirait justement à élaborer un codex national de risques, de normes. Et ce codex national de normes permet donc d'être sûr que les gens s'installent selon ces normes-là, que les terrains sont aménagés comme il le faut et que la vie des citoyens est importante. Lorsque vous avez des élèves qui ont préparé leur sac à 20h et que le lendemain matin, ils ne peuvent pas aller à l'école et que leurs camarades de classe en sont réduits à pleurer, il y a quelque chose qui ne va pas et c'est inacceptable dans un pays. Et le comble dans cette affaire, c'est que vous avez des types qui sont responsables, qui auraient dû anticiper, qui viennent parader et qui menacent les gens. Mais ils se prennent pour qui? Il faut qu'ils arrêtent ça. Docteur et qu'ils se mettent au travail un peu. Les populations également sont mises en cause dans ce type d'histoire. Madame, parce qu'il y en a qui disent non, les populations savent non, que madame, ces zones sont à risque, je vous mais dis elles encore préfèrent non. s'y installer. Je vous dis encore non. Arrêtez de reprendre le langage de ce gouvernement qui ne fait pas son boulot et qui passe son temps à dire que c'est le peuple. À quoi sert la Constitution, madame? La Constitution signifie que les peuples ont transféré leur pouvoir à l'État. C'est à l'État d'organiser. Ce n'est pas le peuple qui organise. Maintenant, s'ils sont incapables d'organiser, il faut que ce soit les citoyens qui commencent à organiser, on va le faire. Et dans ce cas, qu'ils rentrent tous au quartier. Les gens ne peuvent pas être assis, madame, dans des bureaux présidentiels, ministériels, gouvernementaux, des assemblées, des parlements, etc., et des mairies. Et on vient dire le peuple doit. Mais ils sont payés tous les mois pour faire ce travail, madame. Quand il faut empêcher quelque chose, par exemple les marches des opposants, quand il faut, par exemple, museler un certain nombre de personnes, là on sait qu'il y a un État, non? Et pourquoi là on ne sait pas qu'il y a un État qui doit aménager les terrains, qui doit s'assurer que les gens ne s'installent pas là où il ne le faut pas? Peut-être aussi c'est du fait de la tolérance administrative. C'est de l'incompétence. Il n'y a pas de tolérance administrative qui tienne dans ce genre de situation. Qu'il y ait tolérance administrative parce que quelqu'un veut ouvrir une radio et il n'a pas tous les papiers, ça on le comprendrait. Mais tolérance administrative, quand on voyait qu'il y a des risques que les gens perdent leur vie, ou qu'est-ce que la tolérance administrative vient faire là? Il n'y a même pas lieu de parler de tolérance administrative parce qu'en réalité, vous auriez dû aménager les terrains. Et donc, c'est vous, l'administration, qui est en tort. Le peuple n'a rien à voir là-dedans. Il faut qu'on comprenne une chose, il faut qu'on arrête ça. Lorsqu'on dit il y a des accidents sur la route, les gens passent le temps à raconter que c'est les erreurs des chauffeurs et tout ça. Alors qu'on n'a pas de route. Alors qu'on n'a pas de route. Les gens, il y a un éboulement, au lieu qu'ils viennent demander pardon au peuple camerounais, qu'ils viennent s'excuser de n'avoir pas fait leur travail, ils viennent et commencent à menacer les gens. Mais ils se prennent pour qui? Messieurs, le comble dans cette affaire, c'est que ce ne sont même pas des gens élus. Ils ne sont même pas élus, ils n'ont aucun mandat. Et ils parlent fort au peuple. Et docteur, comment comprendre ces descentes de 2 ministres sur le lieu du drame qui se font toujours après les sinistres et presque jamais avant que cela ne survienne? Parce qu'ils ne font pas leur travail. Parce que ces gens ne savent même pas pourquoi ils sont au gouvernement. Si vous savez pourquoi vous êtes au gouvernement, certaines choses ne se font pas dans le cadre de vos responsabilités. Je me demande si ces gens lisent vraiment les attributions de leur ministère. Comment, par quel miracle se fait-il que des gens aient pu s'installer à Bankolo? Comment se fait-il qu'on n'ait pas écouté ceux qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années sur le fait que Bankolo est dangereux? Et là, on ne parle que de Bankolo. Oui.
Est-ce qu'on a regardé toutes les autres zones qui existent dans Yaoundé, dans Douala, dans Bamenda, dans Bafoussam, dans Amaroua, Garoua, à Kribi, à Edea, et à Bertoua et un peu partout? Pas du tout. Pourtant, vous avez toute une direction qui s'occupe de la protection civile au MINAT. Vous avez tout un comité national de la protection civile présidé par le secrétaire général de la présidence de la République. Comment on peut avoir des autorités aussi hautes du pays et des choses comme ça ne sont pas gérées? Emmanuel Frambi a été visible aux côtés des populations à Bankolo. Est-ce qu'on pourrait penser à une opération de charme? C'est un citoyen comme un autre, ça n'a pas d'intérêt. On n'a pas parlé des autres citoyens, une opération d'assistance. C'est quand même rare de le voir Ne donnons pas d'importance qu'il n'en a pas. C'est un citoyen comme un autre. Vous n'avez pas parlé des autres citoyens qui étaient là. Parlons d'autre chose. Et docteur, voilà, comme vous voulez, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour empêcher que ce type de catastrophe ne puisse arriver? Que les gens fassent leur travail. Je vous ai parlé de faire leur travail, mais il faut les renvoyer au quartier. Là, le président de la République aurait dû virer un certain nombre de ministres. Le président de la République aurait dû virer un certain nombre de ministres, un certain nombre de directeurs généraux. Et beaucoup de gens qui sont des directeurs dans les ministères auraient dû être virés. Beaucoup de maires auraient dû être suspendus. Le maire de la ville de Yaoundé, le maire, je crois que c'est Yaoundé deuxième. Oui. Il aurait dû être suspendu. Ces gens-là doivent être suspendus. Et s'ils ne le sont pas, parce qu'on s'ils ne le sont pas, ça confirme ce que nous disons, c'est-à-dire en fait une collusion d'incompétents qui veulent pas que les gens vivent bien au Cameroun, c'est tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas là pour rigoler parce qu'il s'agit de gens qui sont morts. Tout à fait. Nous ne sommes pas en train de dire que quelqu'un s'est mouillé, qu'on a versé l'eau sur quelqu'un. On est en train de dire qu'il y a des familles qui vont aller enterrer les membres qui vont aller enterrer leurs frères, leurs soeurs, leurs pères, leurs enfants. Ce n'est pas un jeu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire qui puisse arriver à une famille que de perdre certains de ses membres. Donc on est là au niveau le plus grave de la vie dans notre pays et le président de la République doit faire ce qu'il a à faire comme boulot. C'est-à-dire, entre autres choses, sanctionner. Mais en même temps, qu'il devrait normalement s'assurer de rassurer les Camerounais et de présenter les excuses de tout son gouvernement pour ça. Parce que ces gens-là ne sont pas morts parce qu'il n'y avait rien à faire. Ils sont morts parce que les gens sont incompétents. Parce que les gens ne font pas leur travail. Vous avez fait des propositions dans le sens d'améliorer. On est prêt encore à leur présenter tout ça. Vous leur avez proposé, c'est une première fois, mais docteur. Nous ne sommes pas là pour aller dire au gouvernement ce qu'il a à faire. Il a été élu. Ces gens-là, personne n'a demandé au président d'aller se présenter. Même s'il faut sauver des vies, ce n'est pas une question de sauver des vies. Je vous ai dit qu'il y a une constitution dans ce pays. Oui. Elle est mauvaise, vous savez la critique que j'en fais, mais elle existe. Par le fait qu'elle existe, ça signifie qu'il y a des gens qui sont responsables d'un certain nombre de choses. Et c'est par la force de cette constitution qu'il y a un gouvernement. Et ce gouvernement doit faire son travail. Les mamans qui braisaient le maïs au bord de la route en Bankolo, les 500 francs qu'on lui prenait, c'est ça qui permet d'avoir toutes les limousines dans lesquelles les gens roulent. Mais ces gens-là ne sont même pas capables de s'assurer que cette femme-là puisse rester en vie. Mais comment vous expliquez ce genre d'attitude? On a le sentiment que les gens ne savent pas pourquoi ils sont là et qu'ils méprisent tout le monde. Ces femmes qui braisent le maïs au bord de la route, on vient leur prendre 100 francs tous les matins. C'est ça qui permet à tous ces ministres-là, tous ces membres du gouvernement, tous ces maires-là, de vivre dans le luxe dans lequel ils vivent. Ils ne peuvent même pas penser, c'est-à-dire que même par égoïsme, se dire que nous avons besoin de continuer à prélever nos 100 francs. Il ne faut pas du tout qu'un jour on arrive, on trouve que la maman là n'est plus là. Même par égoïsme, vous organisez pour qu'elle continue à rester en vie. Pour les élections, ils ont également besoin de ces populations quelquefois. Là, ils s'en foutent, ils n'ont même pas besoin de ces gens-là, ils s'en foutent royalement. C'est pour cette raison qu'ils s'organisent pour que la population de Cameroun, personne ne sait exactement à combien elle est évaluée. Eux-mêmes, ils disent Yaoundé, c'est entre 3-4 millions. Mais comment peut avoir une ville comme Yaoundé, vous dites que c'est 3 millions d'habitants? Yaoundé, c'est au moins le double. Tout le monde, toutes les sources, dans le cadre des activités économiques, situent Yaoundé autour de 5 millions d'habitants. Déjà, on vous raconte qu'en 2050 ou en 2000, je ne sais pas combien, tu seras à 5,6. Non, Yaoundé, c'est déjà plus de 6 millions d'habitants. Douala, c'est plus de 10 millions d'habitants. C'est-à-dire que vous avez des millions de personnes qui vivent dans un inconfort qui fait pitié. Pitié, regardez comment les villes sont sales. Il n'y a pas d'évacuation des eaux, ni des eaux de pluie, ni des eaux usées. La conséquence, c'est que la terre est imbibée, donc les éboulements peuvent avoir lieu à tout moment. Les gens cherchent un petit endroit, ils vont aller quand même se mettre. Alors qu'il y a de grands espaces qu'on peut aménager.
Je connais ce jeune architecte qui a fait son mémoire sur la réorganisation de l'occupation de l'espace à Douala en 1999 à Lagos. Et qui expliquait que la population de Douala peut être... c'est-à-dire que vous pouvez aménager la ville de telle manière que toute la population de la ville à l'époque aurait dû occuper le tiers simplement de l'espace de la ville. En construisant en hauteur. Des choses comme ça. Et en aménageant, et on aurait une meilleure qualité de vie. Personne ne lit ces travaux de recherche. Personne ne fait attention. On s'en fout. On estime que c'est un fou d'ailleurs. Alors que tous ces travaux, vous allez encore me demander, est-ce qu'il faut aller leur offrir ça? Donc on doit, quand quelqu'un a fait ce genre de travail, on n'a même pas... Nos ambassades servent à quoi? Si vous êtes aussi dans votre domicile, ils ne sauront pas que ce travail a été fait, docteur. Je vous parle de travail universitaire. Oui. Et donc les ambassadeurs faits à l'étranger, donc les ambassadeurs, leur boulot, voilà des types qui tournent là, ils se retournent les pouces tous les jours dans nos ambassades, on ne sait même pas ce qu'ils font. Leur boulot, c'est de traquer ce que font ces Camerounais-là et de le ramener ici et de l'exploiter. Mais ils ne font rien. C'est-à-dire que vous avez vous êtes dans une situation d'une... C'est-à-dire qu'elle est tellement bizarre que vous ne comprenez pas. Jusqu'à ce que les gens meurent. Et les gens meurent, et ceux qui sont responsables et coupables même de ces morts viennent menacer les gens. Mais c'est quoi cette histoire? Docteur. On ne sait même pas se taire dans ce pays et commencer à faire profil bas et dire « je suis désolé ». On crie sur des gens alors qu'on n'a pas fait son boulot. Il y a, je vous l'ai dit, un comité national de la protection civile au Cameroun. Son travail, c'est quoi? Son budget est où? La direction de la protection civile, son travail, c'est quoi? Son budget est où? Les maires, là, leur travail, leur budget est où? Leur boulot, c'est quoi? Vous avez tout un ministère qui s'occupe de développement urbain, qui peut quand même aller faire une autoroute où le kilomètre coûte 10 milliards, alors qu'au Sénégal, c'est à peine 4 milliards. Bon, mais ça, ils sont trop forts, ils bavardent trop, ils inaugurent tout ça. Mais quand il faut sauver les vies des gens, ils ne sont pas là. C'est quoi leur boulot? Si le président ne vire pas tous ces gens-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et il a intérêt à ne pas se faire complice de ce genre de choses. Quand ça arrive, il faut qu'il frappe fort. Qu'il dise, messieurs, je suis désolé, mais vous n'avez pas fait votre travail. Ça fait que ceux qui viendront par la suite vont faire leur travail. Mais si les gens sont là, ont le courage et la force de menacer les Camerounais, en plus, qui pleurent leur mort. Parce que je suis persuadé que nous tous qui sommes dans ce studio, si nous allons fouiller bien, il y a probablement un de nos cousins là-bas. Oui. Il y a probablement un de nos cousins, un de nos beaux-frères, quelqu'un que nous connaissons là-bas. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui nous lie tous. Nous sommes tous Camerounais. Tous, donc il y a là un lien tellement fort qui nous lie à ces gens qui est tel que c'est tout le pays qui est en deuil. Et pendant que tout le pays est en deuil, des incompétents notoires viennent menacer les citoyens. Docteur Yambé Timba, parfois aussi on a l'impression que pour ces autorités c'est facile, mais lorsqu'on voit un courrier, un communiqué comme celui qui a été produit par le préfet, le sous-préfet de la localité de Magba qui sollicite un besoin bien précis, il a besoin d'un ordinateur qui date depuis les années 2010, on a offert à sa circonscription un ordinateur qui date depuis 2010 et qui est devenu défectueux et obsolète, et donc il sollicite un achat on s'était dit qu'on n'en parlerait pas. On n'en parlerait pas le pays à ce point. On expose le pays. Comment c'est des situations qui sont en train de se vivre au Cameroun, mais c'est un sous-préfet qui a écrit, qui a rédigé un communiqué dans ce sens-là. Et il dit que sa machine date de combien d'années? De 2010. Que c'était le maire de la commune de Magba. Magba, c'est dans le Noun. Oui. J'ai lu ce communiqué et je me suis dit décidément vivement 2025. C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui est sous-préfet et qui ne peut pas prendre de sa poche pour acheter un petit ordinateur de 100 000 francs. C'est-à-dire, il y a quand même un budget là-bas, non? Quand ce budget a été fait pour cette année-ci, on n'a pas pensé qu'il faudrait changer l'ordinateur? Il suffit, c'est-à-dire que par simplement pour bien faire son travail, et je vois ça dans toutes les entreprises privées, je ne suis pas sûr que tous les outils que vous avez, ça ne veut pas dire qu'il faut encourager votre patron à ne pas tout acheter, encore qu'il fait l'effort d'acheter, de vous offrir tout ce qu'il faut pour le travail, mais je sais que tous ceux qui sont compétents et qui ont une conscience professionnelle, en général, achètent et se font rembourser. Mais on change même son ordinateur, pourquoi? Et il en a besoin parce qu'il dit que ça impacte négativement la production des documents que les usagers escomptent de la sous-préfecture. Il ne faudrait pas l'accuser de nous avoir pas délivré un document. C'est du fait de... Il n'est pas sérieux. Est-ce que ce n'est pas une gifle, une insulte suprême aux enfants de Magba? Non.
c'est même pas... En fait, les enfants de Et ça, ce n'est Magba... pas voulu. Les enfants de Magba devraient simplement se dire que le pays est géré de façon très incompétente. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un tel communiqué pour avoir cet ordinateur. Vous avez besoin simplement d'en parler au premier commerçant de Magba. Il va vous donner un ordinateur. Ça, c'est rien du tout. Le fond du problème, c'est que vous êtes dans un pays où les gens sont d'une légèreté qui fait pitié, mais qui fait en même temps peur. Vous avez un sous-préfet qui dit « Je n'ai pas d'ordinateur depuis 2010. J'ai un ordinateur qui est là depuis 2010. Maintenant, il ne fonctionne plus. » Oui. Mais ils sont sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas un budget du MINAT? C'est ça dont on parle. En fait, on parle pratiquement de la même chose. Est-ce que le MINAT n'a pas un budget? Est-ce qu'il n'y a pas au MINAT des gens qu'on appelle des contrôleurs, des inspecteurs? Ils ont des inspecteurs, non? Des inspecteurs des services, des inspecteurs de sites. Oui, oui. Alors, ces gens-là ne sont pas au courant qu'il y a des sous-préfectures où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'imprimante. Mais ça, c'est quand même incroyable. Bon, entre-temps, on a quand même pu trouver il y a quelques années 75 milliards pour donner des ordinateurs qui ne marchent pas aux étudiants. Le Brésil a créé son industrie informatique avec moins de 100 millions de dollars. Le Cameroun prend plus de 100 millions de dollars, les offre à un autre pays. Les Chinois étaient les premiers étonnés. Et quelques années après, un sous-préfet dit qu'il n'a pas d'ordinateur. C'est une gestion d'une incompétence qui fait peur. Ce n'est pas normal. Et la façon dont le sous-préfet s'y prend, mais c'est pas possible. Vous avez besoin d'un ordinateur, mais parlez-en au maire. Peut-être c'est à force d'avoir parlé sans trouver une réponse qu'il se retrouve en train de produire un tel communiqué. Il ne peut pas acheter un ordinateur lui-même. Bon, il gagne combien aussi, il faut savoir, docteur. Qui? Oui, en tant que sous-préfet. En fait, vous ne voyez pas, vous voyez pas encore le lien que je fais. Vous avez vu la voiture de ce sous-préfet? L'État a les moyens de lui acheter une grosse voiture, mais pas de lui acheter un petit ordinateur de 150 000. Ça dépend des priorités que l'État fait. Ah, donc la priorité de l'État, c'est que le sous-préfet ait une grosse voiture, mais pas l'outil de travail. De 60 millions. Mais pas l'outil de travail qui lui permet de... C'est eux-mêmes qui ont dit ça, ce n'est pas moi. Parce qu'on est dans le rapprochement de l'administration des administrés, l'État ne lui donne pas le moyen, mais lui donne la grosse voiture. C'est ça? En fait, vous avez... C'est une cacophonie incroyable dans la gestion de l'État. Mais bon, écoutez, le sous-préfet, s'il n'a pas d'ordinateur d'ici la fin de ce mois, qu'il contacte ABK Radio, on lui trouvera un ordinateur. Mais bien voilà sûr. même, voilà même déjà, problème. voilà un fils de Magba. S'il n'a pas d'ordinateur d'ici la fin du mois, qu'il contacte qu'il prenne Voilà. contact avec ABK Radio, on va lui offrir un ordinateur. Voilà Ngolore Moussa qui dit qu'il va lui envoyer un ordinateur. Voilà, il peut Voilà même un se retrouver éditeur. avec 4 ou 5 ordinateurs, Ngolore c'est pas un Moussa. problème. Il y a les fils ordinateurs de là-bas Magba. dedans. Il y a la chambre, le bureau là. Le bureau là qu'on n'ouvre plus. Il y a les ordinateurs là-bas. Émile envoie un ordinateur sous-préfet de Magba. Ce n'est pas sérieux. Mais, Fifi, je me suis demandé si c'était un gag, parce que là, c'est quand même un peu fort de café, ça. Est-ce que c'est pas une tentative de déstabilisation du régime de Yaoundé? Donc, Mais non, le d'une régime certaine de façon. Yaoundé, il est... Enfin, je ne sais même pas comment... Oui, mais parce que ça s'explique pas autrement. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire une chose. Parce que les citoyens camerounais croient que c'est eux qu'on n'écoute pas. La haute administration n'écoute même pas ses propres collaborateurs. C'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez une administration coupée en deux. Des types qui sont en haut et qui sont, si vous voulez, eux, ils vivent au paradis. Et puis les autres, qu'ils n'écoutent pas. Et chacun essaie de créer donc la même hiérarchie là où il est. Lui, il est le paradis, les autres, c'est l'enfer. On ne les écoute pas. C'est tout. Là, il a parlé de l'ordinateur. Quand on va lui offrir l'ordinateur, vous allez entendre, pour risquer d'entendre qu'il n'y a pas d'électricité.